Vendredi 26 juin, à Washington, Israël et le Liban ont signé un accord cadre pour une paix et une sécurité durable après 4 mois de guerre entre Israël et le Hezbollah. Les deux pays avaient à cœur d'écarter l'Iran, qui a fait de la résolution du conflit au sud du Liban un des points clés de ces négociations avec les États-Unis. L'accord, qui conditionne le retrait d'Israël au désarmement total du Hezbollah, semble difficilement réalisable. La paix est-elle envisageable? Israël et le Liban peuvent-ils réellement s'abstenir de négociations avec les autres acteurs de la région? Pour en parler, on accueille ce matin Karim Emile Bittard. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur à l'École normale supérieure de Lyon et à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth. Avant de s'intéresser plus en profondeur à cet accord, pouvez-vous nous dire un mot du bilan de ces 4 mois de guerre au sud du Liban? Le bilan est absolument, dévastateur, plus de 4 000 morts et surtout, plus d'1,3 million de réfugiés, et la présence massive de ces réfugiés à travers le territoire libanais vient augmenter les risques de tensions, internes et surtout une population plus démoralisée que jamais, une fuite de la jeunesse qui cherche à quitter le pays et très peu d'horizons politiques. Que prévoit cet accord cadre qui a été signé vendredi dernier à Washington? Alors, cet accord était censé, comme vous l'avez dit, extirper le Liban de la sphère d'influence, iranienne. Le problème est, semble-t-il, que côté libanais, cet accord a été assez mal, négocié. Les clauses sont très largement en faveur, d'Israël, ce qui fait que certains Libanais craignent aujourd'hui qu'ils ne se retrouvent, comme souvent à travers l'histoire, en train de passer d'une sphère d'influence à une autre et que cet accord vienne approfondir les lignes de faille à l'intérieur de la société libanaise, accentuer la polarisation, semer les germes de conflits internes. Et il y a quelques abandons de souveraineté et aucune garantie que le Liban retrouvera son intégrité territoriale. Les États-Unis, qui étaient les parrains de cet accord, ont tendance à systématiquement soutenir Israël. Le Liban se retrouvait un peu isolé. La France avait été exclue par Israël de ce processus de négociation. Et la mise en œuvre sera très difficile car le Hezbollah ne répond pas aux ordres du gouvernement libanais. S'il n'y a pas d'accord iranien, on voit mal le mouvement remettre ses armes. Et tant qu'il ne le remet pas, il y a un véritable risque d'affrontement. Et Israël a conditionné son retrait à un désarmement total qu'Israël et les États-Unis eux-mêmes seraient chargés de vérifier. Donc il y a un risque d'une occupation qui perdurerait pendant très longtemps. Pourquoi le Liban a-t-il signé? Alors, parce que précisément, beaucoup de Libanais avaient le sentiment d'avoir été pris en otage par l'axe iranien depuis très longtemps. Le Hezbollah avait lancé une salve de roquettes contre Israël après l'assassinat de l'ayatollah Khamenei sans consulter les autorités libanaises, même si cette salve de 6 roquettes était à leurs yeux essentiellement symbolique et n'avait pas fait de dégâts. Le prix à payer pour le Liban a été extrêmement lourd. Et le Liban craignait également de se retrouver, devenir une simple carte entre les mains du régime iranien dans ses négociations avec l'Amérique. Et comme les Iraniens avaient très bien négocié face aux Américains, un peu trop bien peut-être, l'accord était déséquilibré en faveur des Iraniens, celui-ci est déséquilibré en faveur d'Israël. Et l'histoire des négociations montre que lorsqu'il y a un tel déséquilibre, ces accords ne sont que très rarement mis en œuvre. Justement, on a beaucoup parlé ces derniers temps de cet accord entre les États-Unis et l'Iran, qui est censé mettre fin à la guerre déclenchée par Washington. Pourquoi Israël et le Liban, qui sont quand même complètement concernés par ce même conflit, n'ont pas été vraiment associés? Pourquoi il a fallu ces deux accords cadres? Alors, c'est la tragédie des petites nations comme le Liban que de voir leur destin décidé, par les grandes puissances. Les, Iraniens, se voient un peu comme les parrains de toute une galaxie, d'alliés régionaux, mais ils avaient quand même réussi à obtenir des Américains, des concessions significatives et l'Amérique avait accepté que Israël se retire. L'Amérique étant censée être un peu le parrain d'Israël, tout comme l'Iran est le parrain, du Hezbollah. Donc l'accord iranien prévoyait un retrait total d'Israël du Sud-Liban, ce que cet accord-là ne garantit pas. Ce qui fait que le gouvernement libanais est aujourd'hui dans une situation difficile pour se justifier, pas seulement aux yeux de ses adversaires, mais parfois au sein de ses propres alliés. Alors, pour autant, dans cet accord, il est prévu que ce soit les forces armées libanaises qui s'occupent de désarmer le Hezbollah. Ça nous rappelle, j'allais dire, des mauvais souvenirs. Ça fait longtemps qu'on demande ça
au Heu, gouvernement libanais? les Libanais souhaitent depuis longtemps que l'armée restaure son autorité sur l'ensemble du territoire. Encore faut-il qu'elle en ait, la volonté et les moyens, financiers, militaires, logistiques, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui et il ne faut pas non plus, sous-estimer les risques de, tensions internes. Les Libanais sont encore traumatisés par 1975 où l'armée s'était scindée en 2 au début de la guerre civile. Donc aujourd'hui, l'enjeu principal doit être de préserver la cohésion nationale, l'unité libanaise, d'éviter la fragmentation et le chaos, car certains officiels israéliens le reconnaissent ouvertement. Pour eux, ce ne serait pas un scénario catastrophe s'il devait y avoir des troubles internes au Liban, ce qui permettrait d'affaiblir le Hezbollah et de l'orienter vers autre chose que la lutte contre Israël. Karim Émile Bittard, vous êtes professeur à l'École normale supérieure de Lyon et à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth. Merci d'être avec nous ce matin dans les enjeux internationaux. Est-ce que vous pouvez nous dire encore un mot sur la France? C'est très important qu'on en parle. Il y a la fin de la FINUL, la mission des Nations Unies, qui normalement s'arrête à la fin de l'année 2026. Pourquoi, vous nous l'avez dit il y a un instant, elle a été exclue, un peu, enfin mise un peu marginalisée de cet accord? Alors, Monsieur Netanyahou n'a jamais digéré que la France ait contribué à ce processus international de reconnaissance de l'État palestinien. C'était une façon de punir la France. Il savait qu'il comptait plus d'alliés solides au sein de l'administration américaine, même si aujourd'hui J.D. Vance et quelques autres commencent à élever le ton contre Israël. Mais aussi bien la France que les États qui traditionnellement s'efforcent de préserver la souveraineté et l'unité du Liban, je pense à l'État du Vatican, à l'Italie, à parfois certains États du Golfe, ont tous été écartés, ce qui fait que le Liban avait très peu de leviers. Vous ajoutez à cela une certaine incompétence ou amateurisme des négociateurs et on se retrouve avec un accord qui restera probablement de l'encre sur papier. Vous avez vu bien sûr ce sommet bilatéral avec l'Italie. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette nouvelle coalition que souhaite mettre en place le président Macron au Liban, avec l'Italie notamment? Alors, c'est une initiative intéressante qui mérite d'être saluée parce qu'il y a un véritable vide qui va se créer à l'expiration du mandat de la FINUL. Il faut imaginer un mécanisme de substitution. La France et l'Italie connaissent bien la diplomatie du Moyen-Orient, ont des liens solides avec tous les acteurs et ils devront probablement, ils ont déjà commencé à se coordonner avec un quartet qui est en train de naître. L'Arabie saoudite, l'Égypte, le Pakistan, la Turquie ont un peu uni leurs efforts pour essayer de préserver la stabilité, d'éviter le chaos régional. Donc une coalition entre ces États européens et ces États du Moyen-Orient pourrait permettre éventuellement de combler le vide et d'éviter que le sud Liban ne devienne pendant très longtemps un terrain d'affrontement. Encore faut-il qu'Israël accepte de se retirer du Liban et M. Netanyahou, en pleine campagne électorale, multiplie les déclarations disant qu'il ne sortira pas de cette zone de sécurité, comme on l'appelle pudiquement, et certains de ses ministres vont plus loin en appelant à la colonisation ou à l'annexion du Sud-Liban. Que savons-nous aujourd'hui de l'état des capacités militaires du Hezbollah? Alors nous pensions que ce mouvement avait été considérablement affaibli après la guerre de octobre-novembre 2024. Il avait été décapité. Les analystes militaires israéliens nous disaient qu'il avait perdu 80% de ses forces balistiques, de ses capacités. Mais il semble avoir repris du poil de la bête car il a été repris en main directement par les gardiens de la révolution iranienne, les Pasdaran, qui sont sur le territoire libanais, qui prennent les décisions et les mettent en œuvre. Donc le Hezbollah, cette fois-ci, a opposé une certaine résistance, mais il y a toujours un déséquilibre flagrant et il y a une radicalisation du Hezbollah comme il y a une radicalisation du régime iranien depuis l'attaque contre l'Iran. Karim Emile Bittard, vous nous avez parlé d'un risque de guerre civile. Ce ne sont pas forcément vos mots, mais c'est comme ça que je les ai compris. Que pouvez-vous nous dire sur aussi l'état de la population, de la société civile libanaise? Alors là-dessus, je pense qu'il y a deux écueils à éviter. Le premier écueil, c'est de minimiser complètement ce risque. Le deuxième écueil serait de céder un peu au chantage du Hezbollah qui dit aux autorités libanaises, si vous tentez d'asseoir votre autorité sur le territoire, ce sera inévitablement la guerre civile. Donc les autorités libanaises devront tenter d'éviter ces deux écueils, de progressivement renforcer les institutions étatiques, d'éviter que le pays ne soit tiraillé entre des tendances diverses, tout en progressivement consolider cette armée pour qu'elle puisse véritablement prendre le relais. Mais à ce stade, il est à craindre que le Liban reste pris au cœur de cette guerre
irano-israélienne sur le territoire libanais. C'est une véritable guerre par procuration. Les Libanais ont le sentiment d'être spectateurs et d'en payer les prix. Ça fait plus de 30 ans qu'on entend qu'il faut désarmer le Hezbollah. Est-ce que vraiment quelqu'un peut y arriver? S'il n'y a pas d'accord global avec les Iraniens et que les Iraniens n'exercent pas leur levier, ne décident pas eux-mêmes de cesser le financement du Hezbollah, je vois difficilement l'armée libanaise y parvenir. Cela ne veut pas dire qu'il faut se résigner. On peut progressivement tenter d'asphyxier le mouvement, de couper ses canaux de financement, de restaurer le rôle de l'État, mais l'Iran est un acteur essentiel au Liban, tout comme Israël, tout comme les États-Unis, tout comme les pays du Golfe. Ce pays doit être insularisé des conflits régionaux et là aussi, ça fait plus de 30 ans qu'on en rêve sans parvenir. Les situations sont inextricables. Donc l'accord américano-iranien, s'il était plus équilibré, s'il y avait des garanties des deux côtés de mettre la pression sur leurs alliés respectifs dans la région, aurait pu permettre une stabilisation du Liban, mais les deux accords semblent mornés. Peut-être un mot aussi du président libanais, Joseph Aoun. Quelle est sa stratégie vis-à-vis de ce conflit et vis-à-vis du Hezbollah? Alors, comme le Liban, le chef de l'État est pris un peu entre le marteau et l'enclume. Il est dans une situation qui n'est pas aisée. Il a été commandant en chef de l'armée. Il connaît les limites de l'institution militaire. Il sait aussi la nécessité de ne pas laisser le Liban à des groupes armés non étatiques qui répondent directement à des injonctions étrangères. Mais il est aussi soumis à des pressions américaines très fortes. Donc, il s'efforce de maintenir un minimum de cohésion et d'union nationale, de reconstruire un État, mais c'est un chemin qui sera très long. Vous ne semblez pas très optimiste pour finir. Je suis rarement optimiste et l'histoire malheureusement montre souvent que les Cassandres finissent par avoir raison dans cette partie du monde, ce qui n'empêche pas qu'il faut être proactif et tenter d'avoir un certain optimisme de la volonté à côté de ce pessimisme. Merci infiniment, Karim Émile Bittard, d'être venu ce matin dans les enjeux internationaux. Je rappelle que vous êtes professeur à l'École normale supérieure de Lyon et à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth. Un entretien que l'on peut réécouter sur l'application Radio France à la page des enjeux internationaux. Il est 7h30 sur France Culture.